Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Sabrina Andiapane, depuis votre plus jeune âge, vous êtes animée par une passion inébranlable pour l'espace. Vous visez la Lune avec la détermination d'un rêve qui doit devenir réalité, car vous ne pouvez vous imaginer travailler que dans un domaine qui vous fascine. Mission accomplie, vous êtes ingénieur spécialisé dans le domaine spatial, et plus précisément dans la gestion de projets de recherche et de développement pour les missions spatiales innovantes. Vous incarnez la réussite dans le monde de l'innovation spatiale en excellant dans ce domaine où les femmes sont encore si rares. Avant même vos 25 ans, vous rejoignez Thales Alenia Space, où vous participez un premier temps à la mission ExoMars, puis à tout juste 26 ans, vous devenez responsable de projets européens majeurs, dont le projet I3DS pour lequel vous remportez le trophée des étoiles de l'Europe en 2019. Outre votre carrière, vous vous engagez dans la promotion des métiers scientifiques et technologiques auprès des femmes. Votre parcours est jalonné de prix prestigieux comme celui de la vocation technique et scientifique, mais aussi du trophée des femmes de l'industrie dans la catégorie début prometteur, ou encore du trophée de l'étoile de l'Europe. Actuellement, vous poursuivez votre aventure en tant que directrice de ClearSpace au Luxembourg, où vous nous recevez aujourd'hui. Vous y dirigez la stratégie des services en orbite et développez des véhicules robotiques pour prolonger la vie des satellites. Vous participez à des projets de plus en plus ambitieux dans le domaine de l'exploration spatiale. Bonjour Sabrina. Bonjour Clémence. Je le disais en intro, vous êtes passionnée par l'espace depuis votre plus jeune âge. Et ça veut dire quoi? C'est arrivé comment? À quel âge? Je crois que j'avais à peu près 8-9 ans. C'est ma sœur qui m'avait acheté un livre justement sur les étoiles et les planètes que j'ai encore gardé précieusement. Et de lire un petit peu tout ce qui se passe au-dessus de ma tête, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, il y a des choses à découvrir au-delà de ce qu'on connaît déjà. Qu'est-ce qui vous fascinait particulièrement? C'était de partir, c'était d'étudier, c'était de comprendre? Je pense que c'est découvrir qu'en fait on n'était pas seul. Je pense comme tout le monde de se dire en fait il n'y a pas que la Terre, il y a d'autres planètes, il y a d'autres étoiles, il y a d'autres galaxies. Pour moi c'était vraiment aussi de comprendre l'origine du monde et de se dire finalement qu'on est tout petit et peut-être se dire qu'un jour j'irai découvrir ça aussi de plus près. Un jour peut-être en étant astronaute, on sait jamais. C'est arrivé quand la robotique? Je pense que c'est venu aussi dans la vie de tous les jours. On se rend compte des robots, on en a d'ailleurs de plus en plus. Moi aussi j'en ai plein à la maison pour m'aider. Avec en plus ce qui se passe avec l'IA, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun. Non, la robotique c'est plutôt venu dans le fait que, en effet au début je voulais être astronaute et plus tard en se disant qu'on pouvait tout autant contribuer dans le spatial, pas forcément en envoyant les hommes parce que l'espace n'est pas pour nous. Y a tout pour nous tuer là-bas, donc c'est pas pour nous. Et je me disais qu'en fait les missions robotiques c'est un moyen d'aller explorer l'espace en étant tranquillement chez soi. Et aussi, ça permet de faire des avancées technologiques parce qu'il faut imaginer les robots de manière autonome, leur mettre une intelligence, etc. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fascinant. Et je suis ingénieure, donc réfléchir à des solutions comme ça me fait vraiment plaisir. Et justement, pour en arriver là, il faut faire quoi comme étude? Quel est le parcours? J'ai un parcours, comme on dit, assez classique en tant qu'ingénieure. Donc j'ai fait bac scientifique, bac S. Et après, j'ai fait une prépa parisienne, 2 ans à Saint-Louis, Paris. Et 3 ans d'école d'ingénieur à Lissier, Paris, où j'ai fait la spécialisation télécommunications. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, c'était que mes parents me disaient toujours d'être bon partout. Enfin, c'est plutôt peut-être l'éducation aussi dont j'ai subi, on va dire, où il fallait être en effet bon partout pour avoir le choix de faire ce qu'on veut. Maintenant, je me rends compte en fait pourquoi mes parents me le disaient. Et c'est vraiment ça. Donc initialement pour moi c'était de me dire je veux faire quelque chose de générique dans le sens où je pourrais choisir le domaine dans lequel je travaille plus tard. Et mon premier stage c'était dans les voitures électriques d'ailleurs autonomes. Le deuxième stage c'était à l'époque les réseaux ferrés de France, donc c'était sur les trains. Et après j'ai fini mon dernier stage en étant chez Thales dans le spatial. Et c'est là je me suis dit c'est bon, je suis arrivée où est-ce qu'il faut, donc il faut que je continue où j'ai fini mon dernier stage en fait. Et vous arrivez dans un univers
ultra masculin, ça vous a pas dissuadé? Alors c'est vrai qu'au tout début, oui, le monde du spatial c'est un petit peu aussi un petit cocon dans le sens où les gens se connaissent aussi bien dans l'industrie spatiale française, l'industrie spatiale européenne. Quand je suis arrivée, c'était aussi une période où il y avait une transition, je pense, en France pour essayer d'apporter plus d'égalité dans les entreprises et surtout, en tout cas, dans les métiers scientifiques et techniques. Au début, quand je suis arrivée, j'étais la seule fille dans mon service. Ça a duré très longtemps, quasiment 5 ans. C'est peut-être parce qu'on était en recherche et développement, je ne sais pas, mais c'était un petit peu difficile dans ce sens-là. Après, il y a aussi une volonté des grands groupes de changer les choses. Et moi, j'ai vu l'évolution dans les 10 ans de carrière chez TAS, le changement qu'il y a eu en fait. D'ailleurs, mon stage en question, je l'avais eu parce que quand j'étais plus jeune, après mon prix de la vocation scientifique et technique que j'avais eu, j'avais 18 ans. Avec un certain nombre d'étudiantes, à l'époque, on avait monté un groupe avec certaines filles, justement, qui s'appelait Aller les filles, oser les sciences, qu'on a créé après une association dans lequel on a voulu justement promouvoir les sciences, etc. Et ça a été aussi pour moi un moyen de sortir de ma coquille, on va dire, parce que j'étais en train de faire mes études dans un coin, j'étais une étudiante parmi d'autres dans des grandes prépas parisiennes. Donc découvrir ça m'a fait vraiment beaucoup du bien aussi. Je me suis retrouvée à présenter à Nice justement un peu mon parcours devant des élèves. Et il s'avère que dans la salle, il y avait une RH de Thales à ce moment-là. Et je disais, je voudrais bien travailler dans le spatial. C'est parfois une question de rencontre au bon endroit au bon moment. Vous arrivez chez Thales, quels sont vos projets? Vous travaillez sur quoi? J'ai fait un stage, donc le stage c'était plus en recherche et développement. C'était quand même une certaine marche entre les études et la vraie vie, parce que j'ai pas fait quelque chose de spécialisé dans le spatial quand j'ai fait mon école d'ingénieur. Je suis ingénieur télécom à la base, donc ça je l'ai découvert, donc j'ai beaucoup appris. Ma première mission c'était ExoMars, qui est une mission qui allait chercher les traces de vie sur Mars. Donc il y avait 2 éléments, il y avait ce qu'on appelle un rover, donc un robot qui va aller sur la surface, et il devait y avoir un orbiteur, donc un satellite qui tourne autour de Mars. Donc moi j'ai travaillé plus sur celui-là. Donc on arrive dans ce projet où il y a des centaines de personnes, c'est un consortium industriel européen. Et moi j'avais une petite partie qui était justement vérifier que le système de communication allait bien fonctionner et faire les tests. Et donc je trouvais ça fascinant de travailler sur une mission qui maintenant est actuellement d'ailleurs autour de Mars. Donc j'ai vu aussi le satellite, j'ai vu les éléments s'assembler, et je me souviens, le premier souvenir, c'est quand je suis rentrée en salle blanche et que j'ai vu la bête devant moi, je me suis dit, ouf, on fait partie quand même de quelque chose d'incroyable, sur quoi on a travaillé et que je pouvais limite voir de mes propres yeux à 5 cm et maintenant à des milliers de kilomètres de nous, quoi. Quand on a bossé sur quelque chose comme ça, après il faut retrouver quelque chose qui vous remotive à ce point-là. J'ai travaillé sur le projet, mais j'étais pas là jusqu'au bout. Après, je suis plus partie sur les avant-projets, donc recherche et développement. Et dans ce cadre-là, donc j'ai pu imaginer encore plus les futures missions avec des sondes autour des lunes de Mars, par exemple, ou des sondes autour de la Lune. Et après, je me suis dit, j'aimerais peut-être faire des choses plus proches de nous, pour la Terre. Et c'était pour moi un petit peu me dire, je veux faire des choses utiles. Et je travaille dans le spatial. Qu'est-ce qui est pour moi d'utile? C'est de réfléchir aux activités durables dans l'espace. Et c'est là que je me suis plus dirigée à me dire, je voudrais réfléchir à des missions pour retirer des débris ou minimiser les débris dans l'espace. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à travailler sur les projets de la Commission européenne. À ce moment-là, la Commission européenne a mis en place des gros projets pour pouvoir développer la robotique spatiale, les missions du futur. Mon premier projet, c'était des senseurs. Qu'est-ce qu'il faudrait comme sens en fait sur un satellite, comme pour nous, pour observer, pour pouvoir toucher, pour pouvoir s'approcher de quelque chose d'autre. C'est un projet avec lequel j'ai beaucoup appris et qui m'a aussi valu plusieurs prix. Et après ce projet, je me suis dit, il faut que je fasse plus. Donc j'ai postulé à un poste de la direction de la stratégie chez Thales, j'avais même pas encore 30 ans, directrice pour les futurs services en orbite pour TAS, et également aussi mener les nouvelles initiatives business. En fait, j'avais l'impression qu'avant 30 ans, j'avais tracé ma route et que j'étais arrivée où je voulais. Quand on a 25 ans, qu'on s'adresse à des personnes plus âgées, plus expérimentées, je suppose qu'on doit se poser la question de la légitimité. Ça vous a aidé ensuite à vous dépasser, à vous dire, en fait, je suis capable de tout? Oui, ça a été un petit cheminement. C'est pour ça aussi que j'essaie de m'engager, que j'essaie d'aller voir les femmes aussi, parce que on n'est pas toutes égales face à ce genre de problème. Quand on est jeune et qu'on avance aussi dans sa carrière, on n'a pas toujours que des gens bienveillants autour de nous. Pas mal de jalousie, et je l'ai vécu aussi, et ça fait jamais plaisir. 95% de gens bienveillants, mais il y a toujours les 5% à côté qui vont justement plus nous impacter que les autres. Dans votre équipe, il y a des femmes?
Pas encore. J'y travaille dur. C'est pas manque de chercher. D'ailleurs, nos postes sont ouverts bien sûr à tout le monde. On a des postes qui s'ouvrent régulièrement. J'ai pas eu aussi beaucoup de candidatures. Je pense que c'est plutôt une question de personnes disponibles sur le marché. Parce qu'elles s'intéressent pas à ces domaines-là, parce qu'elles osent pas. Pourquoi ? On dit souvent que les femmes n'osent pas forcément postuler à des postes quand elles n'ont pas toutes les compétences, etc. J'ose me dire que maintenant ce n'est plus le cas, mais malheureusement je ne peux pas savoir. En école aussi, elles sont absentes ? En France, je crois qu'en sortie d'école d'ingénieur tout compris, il y a à peu près 25% de femmes, et dans les entreprises, on retrouve entre 15 et 20%. Dans le spatial, je pense que c'est plus entre 15 et 20%. Et après, dans les rôles d'ingénieur aussi, ça il faut regarder, souvent c'est plutôt 10 à 15, quoi. On va revenir un peu sur les missions que vous avez eues, notamment chez Thales, qui concernent la pollution de l'espace. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est embêtant ? En 60 ans d'exploration spatiale, on n'a pas forcément réfléchi à la fin de vie d'un satellite, qu'est-ce qui devient. Mais là, il y a une concentration spécifiquement de l'orbite basse avec justement les constellations de satellites qui devient un petit peu problématique parce que l'espace est grand, mais l'espace est fini pour ce genre de choses. Concrètement, vous allez construire des satellites qui vont chercher d'autres satellites ? C'est ça. Donc la société pour laquelle je travaille actuellement, donc ClearSpace, son objectif, c'est de retirer les débris dans l'espace et de faire en sorte que les futurs satellites ne deviennent pas des débris. Donc retirer les débris signifie en effet envoyer des espèces d'engins robotiques avec des pinces, des bras robotiques pour aller accrocher des morceaux de débris qui sont assez grands et qui peuvent être dangereux parce qu'ils sont justement dans des orbites où potentiellement il y a la station internationale. Actuellement, je ne sais pas si vous savez, mais quasiment tous les jours, la station bouge pour éviter les débris. Et ça, c'est ce qu'on fait surtout au Luxembourg, réfléchir en fait à aller étendre la vie des satellites. Dans le spatial, c'est inenvisageable de se dire qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait maintenant pour plus tard. Vous avez travaillé autour de la Lune et de Mars. Vous n'avez pas l'impression un peu de travailler dans un film de science-fiction de temps en temps ? Un petit peu, oui. Surtout que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais donc dans le grand groupe Thales et la division spatiale a fait des super missions. Souvent, ça fait rêver par rapport à Interstellar. Je me souviens que c'était une époque où ça sortait, ce genre de film. Mais il y avait aussi Gravity qui était sorti et bizarrement, moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. Peut-être pour ça que maintenant, je regarde plus les aspects liés aux débris spatiaux que le reste. Quand on vous entend, on a l'impression que tout est possible et qu'on peut aller explorer jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de limite. Je pense qu'il y en a pas. Quand on pense qu'il y a une sonde qui est sortie de notre galaxie actuellement et qu'on l'entend toujours, je me dis qu'en effet, tout est possible. Alors qu'elle a été envoyée, je sais pas, il y a 40 ans ou quelque chose comme ça, et elle nous donne toujours signe de vie. En tant qu'ingénieur, je vois beaucoup de choses qu'on peut accomplir. Je trouve ça fascinant. Vous disiez que l'espace était hostile à l'homme, mais vous pensez que, par exemple, ça serait possible un jour de créer une vie ailleurs ? Je pense qu'on y est presque. On est en train de réfléchir à construire des bases lunaires. Aller sur la Lune, c'est en fait plus facile après pour aller vers Mars et pour aller au-delà. Je pense que l'ère de l'exploration spatiale va continuer et on y va de plus en plus. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le spatial, que je me dis que ce qu'on ne sait pas maintenant, on peut l'inventer. Vous avez bossé sur tous ces sujets, tous ces projets incroyables d'exploration spatiale. Justement, vous n'avez pas envie de partir dans l'espace ? Je me suis vraiment posé la question sérieusement quand il y a eu les candidatures pour les futurs astronautes de l'ESA. Mais finalement, le moment arrivé, je me suis dit non, en fait, c'est pas pour moi. Je suis très contente de travailler pour aider les futurs astronautes avec des bonnes missions robotiques et faire en sorte que l'espace soit propre quand ils y vont, ou au moins qu'ils se prennent pas les débris quand ils seront en train de faire des choses. Donc pour moi, c'est plus, je vois l'utilité dans ce que je fais maintenant dans ce sens-là. Et très contente de le faire en restant les deux pieds sur terre. L'espace est un environnement très hostile. Est-ce que j'ai envie de faire subir ça à mon corps ? Je ne sais pas. Au moment où ça arrivait, j'étais aussi à un âge, j'approchais je pense de ma trentaine. Et je m'étais dit, si je pars là-dedans, qu'est-ce que la vie de famille aussi ? Je pense qu'il y a cet aspect un peu personnel qui m'a un petit peu aussi arrêtée dans ce genre de réflexion en fait. Quel a été le plus gros défi que vous avez dû relever là depuis vos débuts ? Finalement, voilà, gérer des projets, pour moi, c'était un jour comme un autre, on apprend, on avance. Mais je pense que le plus gros défi, c'était moi-même, dans le sens où je ne viens pas forcément d'une famille d'ingénieurs. Pour mes parents, voilà, c'est fascinant ce que je fais, mais ils comprennent pas toujours tout ce que je fais. Donc pour moi, non, je pense que ça a été beaucoup de trouver ma place et une certaine légitimité. Mon plus gros défaut, et je l'ai encore maintenant, c'est de me dire que est-ce que ce que je fais, c'est suffisant ? Je me pose toujours la question, j'ai l'impression que quand je travaille,
quoi que ce soit, ce que je fais, c'est jamais suffisant. Quel impact, quel projet vous voudriez mener s'il n'y a pas de limite ? Justement, j'ai un gros questionnement après mon poste à 30 ans, là, quand j'étais à la direction de la stratégie, je m'occupais des nouvelles initiatives business. C'est le moment où d'ailleurs j'ai décidé de quitter le grand groupe pour aller en start-up. Parce que voilà, quand on est dans un grand groupe, on est un projet parmi d'autres magnifiques projets. Donc finalement, d'aller dans une start-up qui avait vraiment une mission, et c'est ce que je retrouve ici beaucoup chez ClearSpace, d'avoir une seule mission, c'est ce que j'avais besoin de retrouver, peut-être justement me dire sur quoi je travaille maintenant, c'est suffisant pour ce que je fais maintenant. Vous êtes arrivé dans ce milieu jeune et femme. C'était difficile de faire entendre sa voix, d'être prise au sérieux ? Souvent, quand on s'exprimait, on savait pas si c'était par rapport au fait qu'on soit jeune ou une femme le problème. Donc, une expérience que j'avais quasiment fait tout le travail et lors de la présentation finale, je me souviens que j'y suis allée avec mon responsable et en fait le client n'a fait que regarder mon responsable et j'étais en train de me dire mais c'est pas possible. Donc, ce genre de choses, ça arrive malheureusement assez souvent en début de carrière. Encore aujourd'hui ? Quand j'y vais par exemple avec mon CEO, il s'avère que suivant les environnements, on parle plus ou moins à telle personne. Mais après, je pense que sur mon sujet, dans le spatial, j'ai été là depuis un certain moment. Donc j'ai aussi eu une belle couverture quand j'étais chez Thales. Les gens me reconnaissent un peu plus et du coup me parlent directement. Mais c'est vrai que dans un environnement peut-être où personne ne saurait qui je suis, par défaut, si c'est un homme en face, il va parler à l'homme, quoi. Vous avez répondu à ce petit machisme en recevant quand même pas mal de prix. Ça a asseyé votre légitimité ? Au moment où je recevais les prix, surtout à partir du Trophée des femmes de l'industrie, limite je voulais pas le dire parce que j'étais dans une équipe que d'hommes et donc j'essayais plutôt de enfin je sais pas pourquoi. Et après j'avais malgré tout des remarques, des petits jugements, etc. parce que oui, je pense que c'est un peu de jalousie. Donc au début c'était plutôt ça et après pareil, quand j'avais le Trophée des étoiles de l'Europe, il y avait toute une équipe aussi derrière, donc à parler avec les gens autour de moi, ils ont fini par dire mais non, mais tu as tout à fait joué ta part pour gagner ces prix. J'étais fière, je pense. Mes parents, c'était pour mes parents beaucoup, et puis toutes les personnes qui sont bienveillantes autour de moi, mais ça vous a pas rassuré sur le fait que vous étiez bien à votre place ? Non, au contraire, je me suis dit mince, du coup on va plus me voir, est-ce que c'est la bonne chose ou pas. Souvent j'avais des remarques notamment ah bah t'as eu ce poste, etc. parce que t'as eu ce prix ou parce que t'es une femme. Ça souvent je l'ai eu beaucoup arrivé. Ah, ça s'est presque retourné contre vous ? Oui, un petit peu. Et là c'était pas forcément une question d'âge, la jalousie venait aussi bien des gens du même âge que des personnes plus âgées peut-être. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez un rôle modèle féminin dans le milieu du spatial où vous êtes si peu nombreuses ? Je l'ai réalisé en effet quand je vais justement dans les lycées ou dans les écoles. Ça me fait plaisir de me dire que je suis potentiellement un rôle modèle. Et ça, souvent, je le vois maintenant, où j'ai de plus en plus de jeunes femmes, aussi bien parfois qui me contactent, même sur LinkedIn, un peu spontanément, qui sont étudiantes. Je me dis, si moi je peux rendre l'appareil, ce serait bien. J'avais eu la chance de rencontrer Claudie Aigneret quand j'avais eu mon prix de la vocation scientifique et technique Universcience. C'est vrai que c'est quand même une figure. Et quand j'avais justement eu ce prix avec les autres jeunes femmes, et il y avait également une autre femme qui s'appelle Marie-Agnès, qui a également beaucoup joué un rôle dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir des femmes autour de moi pour m'aider. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? Alors, la femme inspirante, c'est quelqu'un qui a réussi dans son domaine. Et pour moi, quelqu'un qui arrive également à avoir aussi bien une vie privée qu'une vie professionnelle réussie. Vous avez des femmes qui vous ont inspiré ? J'ai eu le plaisir d'avoir Claudie Aigneret autour de moi, mais aussi dans ma famille, ma mère. J'ai 2 grandes sœurs. Oui, plutôt ces personnes-là. Quel est le plus gros obstacle que vous ayez dû franchir dans votre carrière ? Pour le moment, je pense que je suis en train d'en traverser un parce que je suis dans une start-up et je dois réfléchir au futur de mes équipes. J'ai pas eu d'obstacle en point de vue personnel, mais c'est plus maintenant que je le vois parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis d'autres personnes. Quel est le moment le plus fort dans votre parcours ? Je pense que mon moment le plus fort pour moi, ça a été vraiment le Trophée des étoiles de l'Europe. Parce que j'avais mes parents, ma future belle famille, des amis autour de moi. Et aussi, ça a été remis par le ministère en France. Donc pour moi, ça a été... 2019 a aussi été l'année où je suis allée à Paris pour passer les entretiens pour mon poste à la direction de la stratégie. Je me souviens que 2 jours avant mon mariage, j'étais en train de passer l'entretien. Et c'était vraiment une folie, ce décembre 2019. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où la marche semblait trop haute et vous avez voulu renoncer ? Au moment où je suis partie de Thales, oui, je partais avec un nouveau départ.
Mais j'étais un peu fatiguée dans le sens où j'avais aussi beaucoup donné d'énergie. J'ai voulu faire bouger les choses, mais je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus envie. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière ? Je suis très contente de ma carrière, de tout ce que j'ai pu faire au niveau des projets, de l'impact que j'ai pu avoir, aussi petit que ce soit, sur ces projets. Et je suis juste fière de tout ça. Quel est votre prochain Everest ? Ça, c'est la bonne question. Justement, je pense que je suis à une période de ma vie où je disais où ce que je fais n'est jamais suffisant. Je suis en train de le chercher en ce moment, actuellement. Quel est votre mantra qui vous guide ? C'est quelque chose que je me dis toujours, c'est « Don't worry, everything will be all right ». Ne pas s'inquiéter, tout ira toujours bien. On va revenir un instant sur mon sujet de prédilection qui est l'automobile. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous prenez voiture ? Un accessoire ? Pour moi, la voiture égale musique et chanter à tue-tête dans la voiture. Donc c'était ça, pour moi, c'est le plus important, c'est la possibilité d'avoir de la musique dans la voiture. Et quelle est la meilleure musique à écouter en voiture ? Récemment, je pense que je peux le dire, avec la globalisation, j'écoute beaucoup de la musique coréenne et du coup, c'est BTS en ce moment qui tourne dans ma voiture quand je suis en train de conduire. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Je pense que c'est ma première voiture. C'est un peu ce sentiment de liberté de me dire je peux me déplacer. Je viens de Seine-et-Marne initialement, donc il y a des belles forêts et donc il y a une route notamment remplie avec des arbres de chaque côté au milieu un peu de nulle part. C'est une des premières routes que j'ai conduit avec ma voiture, donc ça reste pour moi mon meilleur souvenir avec ma musique préférée de l'époque quand j'étais plus jeune, c'était ça. À l'inverse, quel est le pire moment que vous ayez vécu dans une voiture ? Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a une fois voir un sanglier passer, ça m'a fait peur. Et une fois c'était pas ici, c'était en Italie. J'ai vu un accident devant moi. Donc une voiture qui, je sais pas, a perdu le contrôle. Donc c'est un peu le... Et à ce moment-là, je savais pas quoi faire, je me souviens. Donc, et là, on se pose des questions comme quoi il faut faire très attention en voiture. Ça remet les idées en place. Exactement. Alors au volant, vous êtes plutôt finalement zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts. Oui, c'est ça. Toutes mes facettes passent quand je suis en voiture. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Sabrina, où est-ce que vous nous emmenez ? C'est mon prochain voyage, en Nouvelle-Zélande. Les road trips d'ailleurs restent aussi des moments importants pour moi. Mon meilleur voyage de ma vie, ça a été l'Islande et c'était en road trip. Donc j'espère retrouver la même chose en Nouvelle-Zélande cette année. Au revoir Sabrina et un immense merci pour ce moment passé dans l'espace. Merci beaucoup. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.